Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de conception destinée aux élèves de 2e STM, partie conception. Donc dans cette nouvelle séance, on va essayer d'aborder et de traiter les compétences transversales suivantes. Donc comme d'habitude, on donne les compétences transversales, comme ça, vous pouvez voir quelles sont les parties du programme qu'on va traiter. Première compétence transversale attendue, identifier les caractéristiques scientifiques ou technologiques du problème, tirer des conclusions, identifier les différentes pièces, les matériaux et les types de liaison, utiliser des informations scientifiques et technologiques provenant de diverses sources. Pour ce faire, on va essayer d'aborder le système qu'on a déjà traité la séance dernière, donc l'alimentation du tramway. Et un rappel est nécessaire pour les élèves qui n'étaient pas avec nous la séance dernière. Présentation du système. Donc, comme j'ai expliqué la séance dernière, le tramway est alimenté à partir de plusieurs modes d'alimentation. On peut avoir soit l'alimentation par une ligne aérienne, soit une alimentation par le sol. Parmi les modes d'alimentation les plus utilisés, on citera le mode ligne aérienne de contact, qu'on appelle le mode LAC, le mode alimentation par le sol, APS, et le mode alimentation par un dispositif embarqué qu'on appelle le mode ADE. On va commencer par expliquer, pour les élèves qui n'étaient pas avec nous la séance dernière, on va essayer d'expliquer mode ligne aérienne. On va commencer par le mode ligne aérienne de contact. Donc, le moteur est alimenté en 750 volts par un câble suspendu. La connexion au câble se fait par l'intermédiaire d'un pantographe. Le retour du courant se fait par les rails de roulement à 0 volts. On voit dans cette photo un pantographe et sa liaison avec la ligne aérienne de contact. Voilà un schéma qui explique l'ensemble des éléments qui entrent dans la ligne aérienne de contact. Donc, puisque le câble est suspendu, on a besoin de poteaux pour le suspendre. Donc, un poteau, ou deux, ou plusieurs. On a le pantographe. On a le câble suspendu qui est à un potentiel de 750 volts courant continu. Et on a un rail de roulement à 0 volts. Le deuxième mode, le mode alimentation par le sol. Donc le mode alimentation par le sol, on n'a plus de câble suspendu, mais l'alimentation vient du sol. Le moteur est alimenté comme pour le premier mode, en 750 volts courant continu par un rail segmenté. Donc on a un rail au milieu qui est segmenté, intégré à la plateforme de roulement. La connexion au rail se fait par l'intermédiaire de deux patins frotteurs. Le retour du courant se fait par les rails de roulement à 0 volts. Voilà une représentation graphique qui nous donne le principe de fonctionnement de l'alimentation par le sol. On a une ligne pilote. On a des antennes qui permettent de commander le coffret d'alimentation qu'on va voir par la suite. Et on a les frotteurs qui permettent, après un contact, d'avoir la liaison électrique avec le rail segmenté. Donc, on a enfin un coffret d'alimentation qui permet d'alimenter les segments au fur et à mesure que la rame s'y approche. Voilà une autre représentation plus claire avec un tramway et les voies. On voit bien le rail segmenté et on voit bien les parties isolées qui sont les sections isolées. Ensuite, on a un coffret d'alimentation. On voit bien les capteurs de courant et les antennes. Et enfin, on voit les lignes d'alimentation, une pour le 750 volts et l'autre pour le 0 volts. Le courant est capté par l'intermédiaire de deux patins frotteurs situés au milieu de la rame. Le principe d'alimentation d'un véhicule en énergie est illustré par la figure 4 qu'on va voir maintenant. Donc la figure 4, on voit bien les deux rails d'alimentation, les rails
classiques qui ne sont pas les rails d'alimentation, pardon, les rails de roulement qui sont à 0 volts et le rail d'alimentation segmenté qui est au milieu. Donc, les deux rails sont à 0 volts et le rail segmenté, il est à 750 volts. On voit bien la rame et on voit le moteur qui est alimenté en 750 volts. Donc, on voit les roues du véhicule. Les segments qui sont à l'extérieur de la rame doivent être à 0 volts, ils sont en noir. Les autres qui sont au milieu de la rame, qui sont en dessous de la rame, sont à 750 volts. Donc, à plus volts, plus alimentation en 750 volts. On voit bien les frotteurs. Voilà, donc c'est un petit rappel pour les élèves qui n'étaient pas avec nous la séance dernière. Maintenant, on va essayer d'aborder la situation d'évaluation qu'on va traiter aujourd'hui. Situation d'évaluation. L'équipe dont vous faites partie devra valider les solutions techniques retenues en référence à un cahier de charges fonctionnel afin de garantir, donc on a toujours les mêmes problèmes, la protection électrique des personnes et le captage optimal du courant par le patin. Pour cela, on vous demande de réaliser les tâches suivantes. Tâche 1. Lors de la phase de relevage du bras 9, la rentrée de la tige du vérin 3 provoque la rotation du levier 8 jusqu'au contact entre le galet 5 et le bras 9, entraînant ainsi la remontée du patin 7. On va voir sur le schéma. Donc, on voit le dessin, puis le schéma. Donc, on voit bien et on voit plus clair là. Lorsque le vérin sort, il permet de libérer, donc par rotation de la pièce 8, comme on voit sur le schéma, de libérer le bras 9 et qui fait descendre le patin frotteur à l'aide des deux ressorts. Donc, les deux ressorts tirent sur l'axe C, l'axe 6, et on a le patin frotteur qui descend. Lorsqu'on fait entrer la tige du vérin, le bras 8 est pivoté vers le haut. Et on a la pièce 5 qui est le galet, qui vient en contact avec le bras 9 et permet de relever le patin en haut. Donc on voit bien le fonctionnement là. On vous demande de définir la solution constructive assurant la liaison entre le galet 5 et le levier de levage, le bras de levage ou le levier de levage 8. Donc la liaison entre le galet 5 et le levier de levage 8. On revient au schéma pour voir le galet 5 et le bras de levage ou bien le levier de levage 8. On a une liaison pivot, on vous demande de la définir à partir d'une solution constructive. Donc, on revient à la question. Définir une solution constructive assurant la liaison entre le galet 5 et le levier de levage 8 en définissant les caractéristiques de la liaison pivot. Donc, on va commencer avant de faire la conception. On va essayer de définir les caractéristiques de la liaison pivot entre le galet 5 et le levier de levage 8. Pour ce faire, on va demander de définir les caractéristiques de la liaison pivot qu'on a. Est-ce que c'est une liaison complète ou partielle? Est-ce que c'est une liaison rigide ou élastique? Ou bien une liaison permanente ou démontable? Donc, à vous de choisir entre complète, partielle, une des deux, rigide ou élastique, permanente ou démontable. Donc, j'espère que vous avez répondu à cette question. On va essayer de voir ensemble la bonne réponse, donc la correction. Corriger. Donc, pour la liaison levier et galet, la liaison est complète. Donc, c'est une liaison complète. C'est une liaison partielle, elle n'est pas complète. Si c'était une liaison complète, on n'aura pas
de possibilités de rotation. Or, ici, on a une liaison pivot. Et une liaison pivot, c'est une liaison partielle. C'est une liaison rigide, parce qu'il n'y a pas d'élément déformable. Et c'est une liaison démontable et n'est pas permanente. J'espère que vous avez répondu à ces 3 questions. On va passer à la conception. Donc, on vous demande de proposer un croquis pour la liaison entre le galet 5 et le levier de levage 8. On fera l'hypothèse d'un chargement radial du galet 5 et on recherchera une solution économique. Voilà le dessin qu'on veut compléter. Donc, il manque des choses au niveau de la conception. Je vous demande de la compléter. Voilà. Donc, on va essayer de voir le corrigé ensemble. Donc, à l'intérieur, on doit avoir une conception d'un galaison entre les éléments qui sont le roulement et le galet. Donc, on voit bien ici notre axe, qui peut être une goupille ou un axe, avec un épaulement en haut, comme vous pouvez le remarquer, et une fente ou une gorge en bas. Cette gorge-là va recevoir l'élément qui permettra l'immobilisation ou la mise en position axiale. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a mis à l'intérieur une pièce qui permet de réduire le jeu, et à l'extérieur, on a utilisé ce qu'on appelle un anneau élastique que vous avez l'habitude d'avoir. Donc là, notre conception est complète. On va passer à d'autres réponses, d'autres questions. Donc, on vous demande d'ajouter les conditions fonctionnelles, jeu et ajustement, permettant de compléter la définition de votre solution. Donc, on revient à notre solution et on vous demande de nous donner les ajustements et les jeux concernant cette solution. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme ajustement entre l'axe et la pièce hachurée? Ensuite, entre l'axe et le roulement, et entre l'axe et la pièce noircie. Donc, j'espère que vous avez pu remarquer que pour avoir une liaison pivot, on doit avoir des ajustements qui permettent des jeux. Donc, la première liaison, on va voir la solution maintenant. Donc, le premier ajustement doit être glissant. Donc, il doit être avec jeu pour permettre la rotation du galet par rapport à son axe. Ensuite, entre le roulement et le galet et l'axe du galet, on doit avoir un autre ajustement glissant. Et en haut, on doit avoir un autre ajustement glissant. Donc voilà pour ce qui concerne les ajustements. On peut les chiffrer, on peut prendre des valeurs à partir du guide, si on veut. Donc on a des tableaux qu'on a déjà vus pendant les cours et qui permettent de choisir des ajustements chiffrés concernant les jeux ou les serrages propres à des conceptions qu'on a l'habitude de voir. On va passer à la deuxième tâche. Donc la deuxième tâche, donc dans le cadre du dimensionnement du circuit hydraulique, on a un circuit hydraulique avec des vérins, il s'est avéré nécessaire d'évaluer les paramètres relatifs à certains éléments composant le circuit hydraulique. Donc, on va donner un schéma simplifié du circuit hydraulique. Voilà notre circuit hydraulique. On a un réservoir, on a 2 filtres, on a une pompe et un moteur, et on a un distributeur et un vérin double effet, le vérin B. On a des points qu'on a notés, le point 1, le point 2, le point 3 et le point 4, et on va essayer de voir et de faire des calculs relatifs à la mécanique des fluides ensemble. Les données. La force développée par le vérin est F égale 1000 newtons. Le diamètre du cylindre du vérin est D égale 25 mm. La vitesse de sortie de la tige Vt, elle est égale à 0,2 mètres par seconde.
Donc, pour être efficace, je vous conseille de prendre ces données, ou bien d'enregistrer l'émission et de répondre au fur et à mesure aux questions qu'on va voir ensuite. Donc, l'huile utilisée a pour une masse volumique ρ égale 900 kg par mètre cube. Pour la viscosité cinématique, V égale 0,45 Stokes. La pression atmosphérique PA est négligeable devant celle dans le circuit hydraulique pour permettre un calcul plus rapide. Donc, on simplifie les calculs, on néglige la pression atmosphérique. Le rendement de la pompe est mu égale 0,8. La conduite de refoulement entre les points 3 et 4, comme on a vu dans le schéma, donc conduite C3,4, a pour un diamètre DC égale 20 mm et de longueur LC égale 3 mètres, Z3 égale Z4. On se limitera dans cette tâche à la détermination de la pression au niveau de la pompe hydraulique, tout en gardant les caractéristiques dimensionnelles du vérin B. Donc, on vous demande de, premièrement, calculer la pression d'alimentation du vérin en bar. Deuxièmement, calculer le débit volumique QV de la pompe. Troisièmement, en déduire la vitesse VC de l'huile dans la conduite 3,4. Quatrièmement, déterminer le coefficient des pertes de charge lambda en prenant le nombre de Reynolds R égale 143 et VC égale 0,320 mètres par seconde. Cinquièmement, calculer les pertes de charge J3,4 dans la conduite 3,4 en joules par kilogramme. Sixièmement, déterminer la pression de la pompe P3 au point 3 en négligeant les pertes de charge singulières. Donc j'espère que vous allez faire des recherches et on va essayer de voir la correction ensemble. Donc on revoit le schéma qu'on a pour voir clair le réservoir, la pompe et le moteur, le distributeur et le vérin double effet avec les points 1, 2, 3, 4. Corriger. On va commencer par calculer la pression d'alimentation du vérin en bar. Donc, on sait et on a déjà vu que P est égal à F sur S. Donc, on va utiliser cette fameuse formule. Donc, P est égal à F sur S. On connaît l'effort qu'on veut développer à partir du vérin et on connaît la section du vérin. Donc, P égale 1000 fois 4 sur pi d carré. Application numérique, 20,4 bar. Donc, on peut la trouver à partir d'une formule en utilisant les unités pour avoir la pression en pascal ou en bar ou en mégapascal si on veut. On passe à la deuxième question, donc le deuxième indicateur relatif à la tâche numéro 2. Calculer le débit volumique QV de la pompe. Réponse. Donc, on a déjà vu pendant le cours que QV est égal à la vitesse fois la section. Donc, QV égale VT fois S piston. Donc, la section du piston. Application numérique. QV égale 0,2 pi d carré sur 4. 0,2, c'est la vitesse de sortie de la tige. Donc, application numérique, QV égale 0,2 multiplié par pi, multiplié par 25 au carré, multiplié par 10 puissance moins 6 sur 4. Donc, QV égale 0,98 10 puissance moins 4 mètres cubes par seconde. En déduire la vitesse VC de l'huile dans la conduite 3,4. Donc la vitesse VC égale QV sur S conduite. On utilise la même formule qu'on a utilisée tout à l'heure. QV égale V fois S. Donc VC égale QV pi d carré qui sera en bas et le 4 sera en haut. Application numérique. VC égale 0,98 10 puissance moins 4 fois 4 sur pi 20 carré multiplié par 10 puissance moins 6 pour convertir les unités. Donc, on a la vitesse dans la conduite égale 0,312 mètres par seconde.
On passe à l'indicateur numéro 4. Déterminer le coefficient des pertes de charge lambda en prenant le nombre de Reynolds R égale 143 et VC égale 0,320 mètres par seconde. Puisque le nombre de Reynolds égale 143, on est dans un régime laminaire. Donc, on va utiliser la formule R égale 64 sur lambda. Donc, lambda égale 64 sur R. Application numérique, lambda égale 64 sur 143 égale 0,447. On passe à l'indicateur 5. Calculer les pertes de charge J34 dans la conduite 3,4 en joules par kilogramme. Réponse. J34 égale, donc la formule des pertes de charge qu'on vous a déjà donné pendant le cours, égale lambda VC carré LC sur 2 DC, application numérique, 0,447 multiplié par 0,320 au carré, fois 3, divisé par 2 fois 0,020, égale 3,43 joules par kilogramme. On arrive à l'indicateur numéro 6, déterminer la pression de la pompe P3 au point 3. Ici, on va utiliser l'équation de Bernoulli entre la zone 3 et 4 avec, comme on a déjà vu, la vitesse VC3 égale VC4 et Z3 égale Z4. Tout ça, on l'a déjà vu au cours des données, avec les données. Donc là, l'équation de Bernoulli se résume à P3 égale P4 plus ρ G34. Application numérique, P3 égale 20,4 10 puissance moins 5 plus 900 fois 3,43. On a P3 égale 20,43 bars. Voilà pour cette séance. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne un rendez-vous pour une nouvelle séance, Inch'Allah.